je suis un peu l'empêcheuse de tourner en rond, je dis souvent. Parce que la phrase que je déteste le plus, c'est on a toujours fait comme ça. Quand on dit que les RH sont un service uniquement administratif, ça c'est quand les RH restent cantonnés dans leur bureau et enfermés dans leur bureau. Quand les RH vont sur le terrain, et là je le vois avec mes recruteuses qui sont sur le terrain en permanence, les gens viennent les voir, les gens viennent leur poser des questions, quand ils ont des questions, même des conflits ou des choses comme ça, c'est vers elles qu'ils se tournent là, parce qu'elles sont sur le terrain tout le temps. Et si vous voulez savoir comment les RH sont traités, comment les gens sont traités dans votre entreprise, pas les RH mais les collaborateurs, allez voir quelle est la position de votre DRH dans l'entreprise. Si votre DRH est au CODIR, si votre DRH est à ce niveau-là, c'est qu'ils ont tout compris des ressources humaines et qu'ils les mettent au centre. Moi, je pars du principe que les gens ne veulent pas mal faire. Oui, je pars du principe que tu n'arrives pas au boulot le matin en te disant « Qu'est-ce que je vais faire pour me faire taper sur les doigts ce matin ?» Et au contraire, par contre, si tu es dans une équipe où il n'y a que des hommes, et là, au final, tu te retrouves avec 2 candidats, expériences similaires, compétences similaires, je vais clairement aller choisir la personne féminine pour justement essayer de mettre de la diversité dans telle ou telle équipe. Ou l'inverse aussi, aller recruter un homme là où tu as principalement des femmes, mais à compétences égales à chaque fois. C'est toujours les compétences qui doivent primer. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Bonjour Aurélie, je suis super ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Moi aussi, vraiment. On va discuter RH, marque employeur, engagement collaborateur. On s'était vu il y a 3 ans déjà maintenant avec Fanny Combat, tu sais, pour notre petit webinaire marque employeur. Coucou Fanny. Bonjour Fanny. Et je me réjouis de t'entendre aujourd'hui parce que ce qui m'a interpellée aussi dans ton parcours, et tu te présenteras dans quelques minutes pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est que tu as fait pour moi un grand écart en passant de Coca à Evam. Bienvenue Aurélie. Merci de m'accueillir en tout cas. C'est un grand plaisir et je te propose pour les gens qui ne te connaissent pas en quelques minutes de te présenter. Alors, donc je m'appelle Aurélie Derghini, je travaille dans le recrutement depuis bientôt 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Mais tu fais très jeune pourtant. Ben voilà, merci. Et puis dernièrement, je suis arrivée en Suisse en 2017, sachant que j'ai grandi pas très loin non plus à la frontière, mais après j'étais à Paris. J'ai appris mon métier à Paris, dans les cabinets de recrutement, dans les startups, en commençant par exemple chez Groupon, qui était mon premier, vrai... En mode sales quoi. Et complètement. Recrutement, mais oui, alors recrutement où on passe à 600 collaborateurs à la fin de la première année avec des paravents dans les couloirs pour faire des entretiens. Donc vraiment, oui. Bon learning. Super bonne école, incroyable. Et puis après, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai commencé en allant en SS2I, en ESN, parce que c'était là où j'avais ma spécificité. En SS2I, donc en informatique, société de services IT. Ok. Parce que quand on sait recruter des techs, c'est là, en général, c'est là où on trouve tout de suite. Moi, j'arrivais de Paris, il fallait que je trouve un poste, donc j'ai travaillé en ESN, même si j'ai pas une passion pour les profils tech. Mais c'était une corde à mon arc vu que j'avais commencé dans les cabinets de recrutement tech. Et puis après, j'ai voulu avoir du sens dans ce que je faisais au quotidien. Donc, je suis partie pour recruter des médecins psychiatres et des psychologues pour différentes cliniques à Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne, Berne, Nyon. Donc, comme ça, j'ai. T'as voyagé, tu t'es bien familiarisée avec toute la Suisse. C'est ça. Alors, quand tu as grandi à côté de Genève ou quand la Suisse, pour toi, c'est Genève et Lausanne, effectivement, là, pour le coup, ça fait voyager. Donc, après, j'ai recruté des médecins psychiatres. J'ai trouvé ça vraiment très riche intellectuellement. J'ai appris énormément de choses. J'y connaissais rien quand je suis arrivée. Donc, c'était vraiment très riche, très intéressant. Et puis, ensuite, je suis partie pour travailler chez Coca. Parce que j'avais besoin de remettre un peu de fun aussi. Ça n'a pas été très facile dans mon expérience où je recrutais aussi les psychiatres. Donc, j'avais besoin de remettre un peu de fun et de retrouver une ambiance bienveillante, en fait. Et puis, la DRH de l'époque, qui est Sylvia Henry, à qui je fais un petit clin d'œil, que j'adore, elle m'a vraiment donné confiance. Elle m'a vraiment donné envie de rejoindre Coca. Et j'ai rejoint Coca. Elle m'a dit, je ne vais pas te dire comment faire ton travail, je te recrute parce que tu sais faire ce job et j'ai besoin de quelqu'un qui fasse ce job. Et quand on te donne les clés comme ça, dans un système holacratique en plus, c'est un vrai game changer. Et j'ai adoré. J'ai fait ça pendant 2 ans, donc mise en place marque employeur, recrutement, etc.
Et au bout de 2 ans, j'ai eu encore cette quête de sens qui revenait. Donc, et ça s'est matérialisé de telle sorte que je suis allée travailler à l'EVAM, donc l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Clairement le grand écart. Chez Coca, c'était 250 personnes. C'est privé, c'est du e-commerce, c'est du business. C'est très fun, c'est très rose Coca. À l'EVAM, effectivement, là, on est sur des problématiques humaines beaucoup plus compliquées. On est sur une mission au quotidien qui a un sens incroyable. Et on est dans le parapublic et on est avec 1250 collaborateurs. Donc, effectivement, c'est un grand écart. Et tu as été chassée pour ce job ? Oui, on est venu me chercher et puis j'ai postulé après en me disant oui, effectivement, le poste peut m'intéresser parce que c'était un poste recrutement, formation et développement. Et ça, c'était vraiment intéressant pour moi d'avoir aussi cet outillage sur la formation et d'avoir un pied plus RH que ce que tu as encore quand tu fais du recrutement. Donc il y avait quand même ce côté quand même développement dans la carrière aussi, Oui. Qui t'a attiré. Et puis le sens par rapport à la mission finale du e-commerce, à l'humain, quoi. C'est ça, c'était vraiment un mélange des deux. Le poste était le challenge était énorme, en fait. Le challenge était vraiment énorme. C'était une création de poste. Les VAM, ils sont passés de 300 à 1250 avec la crise ukrainienne en 2 ans. Donc, c'est un énorme. Développement vraiment en mode start-up. Donc, moi, j'ai toujours été recrutée pour faire le pompier. Puis en plus, les VAM, tu vois, j'imagine les VAM passer de 300 à 1500, oui. À 1250, ouais, et sans personnes qui soient spécialisées en recrutement. Ça, faut le dire aussi, c'était des RH qui faisaient du recrutement. Les RH ne sont pas formés en recrutement, on le sait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui permettent de se former au recrutement chez les RH. Les hiring managers, encore moins. Donc, effectivement, il fallait reprendre ça en main. Et puis, la formation aussi, quand on passe de 300 à 1250 collaborateurs, c'est un sacré sujet. Le développement interne, donc tout ça, c'est vraiment... Et qu'est-ce qui fait que tu as ce côté, j'aime relever des défis, de te mettre des challenges ? Enfin, je veux dire, tu pourrais être maintenant, voilà, j'ai 20 ans de boîte, tranquille, je prends du temps pour moi, avec mes enfants. J'ai toujours peur de m'ennuyer, je crois. Et le challenge, là, le sens aussi, vraiment. Enfin, quand j'ai expliqué à mes enfants je leur ai expliqué que je postulais justement à l'EVAM, je leur ai expliqué pourquoi. Et vraiment, et mon fils m'a dit, oh, je suis trop fière. Et c'est ça aussi qui me porte, c'est vraiment d'amener quelque chose. On dit toujours que la quête de sens, c'est quelque chose qu'on donne à la Gen Z, mais moi, je crois pas. Je pense que c'est sociétal et que même un millénial peut se retrouver dans cette quête de sens et même peut-être la génération X d'avant, hein, je ne sais pas. Mais oui, la quête de sens était très forte et après, l'alliage avec le fait que le poste était vraiment intéressant et que j'avais une carte blanche, tout est à faire en fait. Avec tes mots de maman, ils ont quel âge tes enfants ? 10 et 8. Je réfléchis parce que c'est dans une semaine, mais 10 et 8 dans une semaine. Oh, toujours 10 et 8. Et tu leur as dit quoi avec tes mots de maman sur justement ta postulation ? Comment tu leur as expliqué ce vers quoi tu tendais ? Alors, eux, ils adoraient Coca, ils aimaient bien venir au QG, c'est tout rose, il y a des loots, il y a Dark Vador avec une cape rose, ils étaient fans. Donc, c'est vrai qu'ils adoraient l'environnement de travail dans lequel j'étais, qu'ils connaissaient. Et quand je leur ai dit que j'allais changer, ils m'ont dit « mais pourquoi ?» Et je leur ai expliqué, voilà ce que fait les VAM pour les familles qui arrivent en Suisse, qui ont traversé toutes ces difficultés. Notre mission au quotidien, c'est de les aider à devenir autonomes, à être responsables, à pouvoir se trouver des logements. Enfin, vraiment, la mission de l'EVAM en tant que telle, c'est ce que je leur ai expliqué. Et c'est là ils ont dit « ah oui, c'est sûr, ça sort du rose Coca et des loutres, mais c'est autre chose ». Et c'est OK de faire les deux, c'est aussi ça. J'ai du mal avec les étiquettes. J'ai travaillé en start-up comme Groupon, j'ai travaillé chez Coca où c'était plus une start-up, mais c'était un grand enfant de 18 ans qui avait aussi besoin de remettre des process et qui s'est mis en holacratie. Et je suis aussi capable d'aller travailler du coup à l'EVAM dans un système qui est complètement pyramidal, qui est semi-étatique. Donc c'est sûr que le mindset est très différent. Mais à partir du moment où on connaît notre métier, je pars du principe qu'on peut le faire partout. Ok. Est-ce que tu dirais, passer justement du privé au public ou parapublic, qu'il y a aussi un état d'esprit qui va changer auprès des collaborateurs et collaboratrices, qui vont plutôt rechercher aussi la sécurité de l'emploi, être un peu plus en mode fonctionnaire, je mets des gros guillemets autour de fonctionnaire. Sur cet aspect passage du privé au public parapublic, qu'est-ce que tu constates ? Parce que là, ça fait quoi, 6-9 mois que tu y... Ça fait 9 mois depuis 9 le mois. 1er juin. Ok. C'est quoi tes premières observations voilà.
Alors, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus en disant, quand j'ai dit que je rejoignais le parapublic, beaucoup de gens m'ont dit, mais toi, mais non, mais c'est pas possible, mais tu vas t'éteindre, mais c'est pas pour toi. On m'a même dit une fois, ah, mais je comprends, t'as 2 enfants. Ça m'a horripilé, c'est complètement patriarcal comme réflexion, et vraiment, la réaction, c'était, mais tu n'es pas faite pour le parapublic parce que tu détonnes trop et tu as trop d'énergie. Et donc, je me dis, mais quelle image on a des gens dans le parapublic. Et en fait, j'ai jamais autant bossé de ma vie, je crois. Donc comme quoi, parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce qu'il y a des process à mettre en place, parce que quand tu passes de 300 à 1250, peu importe que tu sois privé ou public, il y a du boulot Bah, derrière. je suis pas du tout étonnée. Au niveau Ouais. des RH, c'est un investissement, enfin, c'est un travail colossal qui doit être fait. Et je pense que l'étiquette qu'on colle sur le parapublic, elle est dure, hein. Elle est dure et elle n'est pas forcément réelle parce que moi, je vois dans mon service le travail qui est fait. J'ai recruté toute une équipe de recrutement. Elles font un travail de dingue. On a une nouvelle DRH qui est arrivée au mois de juillet qui fait aussi un travail de dingue. On ne compte pas nos heures. On bosse vraiment à fond. Et tu sais, ça me fait penser à la campagne de Cavalcade. Là, il y a une campagne sur la revalorisation des métiers de la santé. Mhm. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, j'ai pas vu. Où ils disent juste, enfin, maintenant, évidemment, le message précis m'échappe, mais c'était d'expliquer que ils travaillent dur et bien, et que c'est un métier qui est difficile et qui manque de reconnaissance, mais qu'il faut revaloriser aussi, à la fois pour faire revenir des gens par rapport au marché pénurique, Mm. et aussi pour la valorisation des gens qui y sont aujourd'hui. C'est ça. Euh, on a fait un sondage auprès Mhm. des responsables des ressources humaines et des personnes qui ont des fonctions encadrantes dans la RH. Et en Suisse romande, on a eu 475 personnes qui ont répondu. On voit que les enjeux aujourd'hui sont très axés autour du bien-être au travail, la prévention des risques Psychosociaux. psychosociaux, la prévention, voilà, le burn-out, Mm. santé mentale et sécurité psychologique. Mhm. Est-ce que toi, sur ces aspects-là, qui vont être donc les priorités aujourd'hui des RH, tu vois une différence entre Coca et EVAM? Et est-ce que pour toi, c'est vraiment effectivement la priorité des ressources humaines aujourd'hui dans les entreprises de plus de 50 employés? Alors, c'est clair que chez Coca, on avait cet axe au niveau RH, on a aussi mis des personnes de confiance, mais c'est très différent quand tu le fais pour 250 personnes et quand tu le fais pour 1250 personnes. La façon de faire est différente, le système est différent. À l'EVAM, aujourd'hui, on a mis en place aussi, là, récemment, on a la personne de confiance, et puis on a plein de projets RH qui vont se développer autour de ça. On a demandé aussi aux partenaires RH d'être présentes sur le terrain, là où elles étaient très cantonnées justement à cette image qu'on peut avoir des RH parties administratives qui restent dans leur bureau et qui sortent pas. C'est une grosse erreur, justement. Il faut que les RH soient présentes sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on va développer aussi une politique de proximité et qu'on va pouvoir travailler sur tout ce qui est risques psychosociaux. C'est en étant sur le terrain, c'est en étant avec les collaborateurs et c'est en leur demandant de quoi ils ont besoin. Nous, on ne peut pas décider dans notre tour d'ivoire, voilà, c'est de ça dont ont besoin les gens. Chez Coca, on l'avait mesuré de telle manière qu'on avait fait le Great Place to Work. Le Great Place to Work, on l'avait pas fait pour avoir un stempel super, travailler chez Coca, c'est génial, parce qu'en fait, on l'avait déjà. Oui, vous aviez déjà une super marque On avait employeur. déjà une super marque employeur, donc on n'avait pas du tout besoin de ça. On a fait le Great Place to Work pour voir comment se situer par rapport aux autres boîtes en Suisse romande, et on l'a fait parce que ça nous donnait la température interne sur plein de sujets différents. Qu'est-ce qui fait que dans telle équipe ou dans telle équipe, il y a ça qui ressort? Pourquoi? Comment? Et après, on a fait des ateliers autour des résultats. Pour savoir, voilà, dans votre équipe, il y a ça où le résultat était un peu plus négatif, ou il y a ça où c'était positif, donc pourquoi, comment, pour essayer vraiment de mettre les choses sur la table et d'avoir un vrai dialogue. Et c'était génial. Et le faire avec 250 collaborateurs, effectivement, c'était pas facile, mais c'est plus facile que de le faire à 1250. Est-ce que tu as essayé déjà de mettre ça en place chez EVAM? À l'EVA, non, je suis arrivée Oh. au mois de juin. Oui, c'est ça, hein. Je veux dire. Non, je suis arrivée au mois de juin, mais c'est là où je vois vraiment, comme tu me demandes les différences entre les deux, il y a des choses qui sont plus faciles à faire quand tu as moins de Oui. gens que quand on a beaucoup. Mhm. Là, aujourd'hui, nous, on a besoin d'avoir un audit RH justement sur comment se sentent les gens au quotidien, et ça, c'est nos partenaires RH sur le terrain qui vont pouvoir nous dire et qui vont pouvoir nous remonter ce qui se passe sur Quand le tu terrain. dis nos partenaires, c'est les collaborateurs On appelle ou c'est- partenaires RH, en fait, à l'EVAM, les HRBP. Ok. Donc, comme c'est un anglicisme, Ok. et qu'il n'y a pas d'anglicisme dans le parapublic, c'est très dur pour moi. Eh ben, voilà. Donc les HRBP qu'on a à l'EVAM, c'est vers elles que vont, enfin c'est elles qui vont être les piliers pour ça, en plus de la personne de confiance qui est indépendante des RH à l'EVAM. Donc sur l'aspect Great Place to Work, euh,
aujourd'hui, il n'y a rien qui est qui existe en tout cas au sein de l'EVAM et puis par rapport à la grosse croissance qu'il y a eu, pour identifier comment s'est passée la restructuration, cette croissance, le bien-être des personnes. Non, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont là depuis moins de 2 ans. Oui. Donc, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Par contre, ce qu'on met en place, c'est les formations. Il y a énormément de formations mises en place, notamment parce qu'on a beaucoup de personnel qui est les collaborateurs sont auprès des personnes migrantes dans les foyers. Donc, on a des formations prévention sur le risque suicidaire, par exemple. On a des formations là, on va mettre en place les formations sur les LGBTQ+, comment on traite justement, comment on prend en charge ces personnes-là aussi pour les aider au quotidien. Donc, on a vraiment tout ça qui est axé pour aussi, d'un côté, on donne ces formations aux collaborateurs, mais ça montre aussi le bien-être, enfin, ce qu'on veut pouvoir promouvoir aussi au sein de l'EVAM. On a des formations de management, enfin, on a plusieurs choses qui sont mises en place. Là, on voulait internaliser justement les formations management, parce que jusqu'ici, on fait passer des formations à l'extérieur par des formations certifiantes en management. L'objectif, c'est de l'internaliser et d'avoir un vrai programme pour les cadres. Justement. Et pour aider les gens au mieux, on a aussi, là, j'ai mis en place les formations de recrutement pour les cadres. Donc, ils font aussi partie du bien-être parce que je trouve que c'est très maltraitant, moi, de dire à un chef d'équipe ou à un cadre, tiens, voilà, t'as 15 personnes à recruter, débrouille-toi avec ta RH. Enfin, la RH n'est pas formée au recrutement, le manager n'est pas formé au recrutement. Et pour moi, c'est l'inverse des environnements bienveillants. Donc, si on veut être bienveillant, il faut aussi former les gens. Et c'est en formant les gens que tu prends aussi soin d'eux. C'est une boucle. Et sur la formation des managers, c'est intéressant parce qu'on observe quand on fait des études sur la mesure de la satisfaction et le bien-être des collaborateurs, que c'est justement parfois au niveau du management que ça pose des soucis, au niveau que ce soit de la communication, de la clarté des objectifs, et que souvent le collaborateur et la collaboratrice va être insatisfait parce qu'au niveau de son management, il y a un manque de clarté sur l'objectif, un manque d'exemplarité ou un manque de retour constructif. Mais en fait, tu as ces manques-là quand les gens ne sont pas formés au management. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien, là, aujourd'hui, un de mes objectifs à l'EVAM, c'est d'internaliser une formation sur le management. Tous les cadres de l'EVAM devraient passer par cette formation management interne. C'est mon objectif que j'ai présenté au CODIR la semaine dernière. Donc, tu vois, c'est encore assez frais. Et que je voulais faire avec Fanny, d'ailleurs. Donc, tu vois. Mais quand les gens ne sont pas formés au management, quand tu recrutes autant de personnes d'un coup, que tu les mets... débrouille-toi avec très peu d'onboarding. On ne va pas se mentir, tu n'as pas le temps de faire des onboarding de qualité quand tu intègres autant de personnes d'un coup. Quand tu grossis autant, tu sais même plus comment tu t'appelles, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, maintenant, il faut stabiliser et il faut former. Et il faut vraiment, les formations au management, c'est important parce que sinon, tu as beaucoup de personnes qui sont il y a un manque de courage managérial qui peut arriver parce que les gens ne savent pas comment faire, en fait. Moi, je pars du principe que les gens ne veulent pas mal faire. Oui, je pars du principe que tu n'arrives pas au boulot le matin en te disant « Qu'est-ce que je vais faire pour me faire taper sur les doigts ce matin ?» Vraiment pas. Par contre, je pars du principe que les gens ont besoin de savoir ce qu'on attend d'eux et comment le faire correctement. Et c'est là où arrivent les formations, justement. Et on ne peut pas se dire manager si on n'a jamais été formé ou si on a juste appris sur le tas. Enfin, voilà, c'est vraiment une compétence particulière. Et normalement, tu dois la trouver quand tu recrutes les managers. Tu dois aller chercher cette compétence-là. Mais quand tu as recruté autant de personnes avec des gens qui ne sont pas qualifiés en recrutement, tu te retrouves avec des gens qui n'ont jamais managé, mais on s'est dit non, mais lui, il était bien, ou alors il a fait ça 5 ans. Mais est-ce qu'il a fait ça 5 ans avec un modèle de micromanagement ? Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en perspective. Et du coup, aujourd'hui, on doit pouvoir pérenniser les équipes et on doit pouvoir former tous ces cadres qu'on a recrutés à qu'est-ce que c'est aujourd'hui le management pour les femmes. Chez Coca, on avait mis en place des formations management aussi. Alors, c'est un management différent parce que c'est l'holacratie. Donc, on n'est pas dans un système pyramidal classique. Mais encore une fois, c'est le manager qui définit son style de management. C'est-à-dire que moi, j'ai recruté une équipe de recrutement qui est complètement autonome et qui fonctionne très bien. J'ai recruté des gens avec un profil intrapreneur aussi. Et je fonctionne en holacratie avec elles. Donc, alors que je suis dans un système très pyramidal. Explique-moi ça au quotidien. Une journée en mode holacratique et une journée en mode pyramidal à l'EVAM. Comment ça se passe chez Aurélie ? Alors, je fais les deux parce que j'ai 2 équipes très différentes. Au niveau du système, je dirais plus holacratique avec mon équipe de recrutement, on se voit 1 fois par semaine. J'ai aussi une bilate avec chacune d'entre elles 1 fois par semaine si elles ont besoin, qui peut sauter s'il n'y a pas besoin. Et on met tout en commun et on partage les projets. Et vraiment, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça ? Là, je leur ai confié, elles sont arrivées le 11 novembre toutes les deux, et je leur ai confié le projet de onboarding, par exemple.
Elle venait d'arriver et là, le onboarding, il va être dans sa nouvelle version, va être appliqué dès le 3 mars pour les nouveaux collaborateurs. Donc ça va quand même vite. Mais je les ai pas, je leur ai donné les grandes lignes en leur disant c'est votre projet et c'est vous qui savez. Et elles ont géré ce projet et elles ont adoré ça parce qu'elles ont l'autonomie et quand elles ont besoin de cadres ou de choses, est-ce que là on va dans le bon sens parce qu'on connaît pas encore bien les VAM, moi je suis là pour les aider aussi. Oui, elles ont été recrutées dans ce contexte, c'était clair dès le départ et il y a une responsabilisation qui s'est faite. C'est ça, elles sont responsables de directement. leur job. Oui. Moi je suis là si elles ont besoin d'aide, mais je suis pas là pour leur dire au quotidien Est-ce que c'est tu quoi as ton fait planning, ça? c'est quoi ta Ouais. journée, Non, Mhm. pas du tout. Par contre, il y en a une qui m'a demandé justement, j'ai besoin d'aide dans l'organisation. Et bien là, on va regarder ensemble comment on peut faire pour s'organiser mieux. Mais vraiment, toujours dans un rôle d'appui. Et j'attends qu'elle me dise aussi ce qui joue et ce qui joue pas. Et j'attends un feedback à 360. Vraiment, c'est hyper important. Moi, j'ai besoin qu'elle me dise ce qui va et ce qui va pas dans ma façon de faire. C'est drôle parce qu'elles m'ont dit hier justement, il y en a une qui m'a dit t'es vraiment très bienveillante et ça c'est le mot. Enfin moi je me trouve pas du tout. Ça fait pas partie de mes qualités premières. Et je lui ai répondu en fait à partir du moment où j'ai une personne qui est investie en face de moi, mais j'ai envie de l'aider. Donc j'ai envie de l'aider à progresser, j'ai envie de l'aider à être bien dans son travail au quotidien parce qu'on est en Suisse, hein, on passe 42 heures par semaine sur notre lieu de travail, voire plus. On a besoin d'être bien, pour être épanoui, on a besoin que ça se passe bien. Donc là, je vais être bienveillante, effectivement. Par contre, là où je trouve que je vais peut-être manquer de bienveillance, c'est si je vois que ça joue pas, ou qu'on se moque de moi, ou que la confiance n'est pas établie, ou qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, je risque de l'être un petit peu moins. Je reviens au chiffre du sondage. Ouais. Donc toujours chez ces professionnels des ressources humaines en Suisse romande. On leur demande, voilà, dans les tendances RH 2025, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous? Et il y a une grande proportion quand même des gens qui disent, oui, justement, travailler sur la marque employeur, sur Ouais. l'attractivité de notre image de marque en tant qu'employeur. Ils sont dans pas loin de 90%. Et ensuite, quand on leur demande, OK, et puis par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Finalement, il n'y a que 17% qui disent vraiment y avoir finalement passé du temps en 2024 sur cette marque employeur. Je pense à l'EVAM. Marque employeur, aujourd'hui, c'est quoi ton bilan, ton constat? Et est-ce que tu as des envies, des challenges à relever pour, si on vise, je sais pas, dans 12 ou 18 mois, Complètement. pour améliorer la marque employeur EVAM? Et comment tu vas faire? Alors, quand je suis arrivée au mois de juin, il n'y avait pas de site carrière, il n'y avait pas de base de données de recrutement non plus, donc d'ATS, d'Applicant Tracking System, il n'y avait rien. On faisait du recrutement sur JobUp. Donc vraiment, comme une start-up, hein. Voilà. Même pas comme une petite PME de 3 personnes. Donc on a mis en place un ATS, on a mis en place une page carrière déjà, on a notre premier témoignage qui a été publié dessus, on va mettre en lumière d'autres collaborateurs, c'est prévu sur 2025, de pouvoir développer ça. L'ATS qu'on a mis, c'est Team Taylor, et avec Team Taylor, c'est très interactif avec nos candidats, ils peuvent suivre en live le process. Donc ça déjà au niveau de la marque employeur et de l'expérience candidat, on a vraiment bien bossé là-dessus. Et je suis assez fière parce que je suis quand même arrivée au mois de juin. Et on m'a quand même dit au départ, on va pas mettre en place un ATS. J'ai dit, si, on va mettre en place un ATS parce qu'on en a besoin. Et c'est toujours très factuel, c'est-à-dire voilà ce qu'on dépense sans ATS, voilà ce qu'on dépense avec un ATS. Finalement, un ATS, il coûte pas si cher que ça. L'image de la marque employeur, avoir un site carrière, ça a quand même une image beaucoup plus professionnalisante de ce qu'on fait à l'EVAM et des métiers à l'EVAM. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant tout type de poste à l'EVAM à travers les collaborateurs. Là, on a un témoignage qui a déjà été publié, avec une photo et écrit, parce qu'il y a encore un peu de travail pour leur faire des capsules vidéo. Je suis dans le social, donc c'est pas, les gens n'ont pas non plus l'habitude de se mettre en avant, ils se mettent au service des autres. Donc, c'est très différent de chez Coca, par exemple, où là, il y a toujours des volontaires pour faire des films, pour aller pitcher des choses. Là, on est plus c'est un autre milieu, donc c'est très différent. C'est pas les mêmes profils, mais on peut quand même le faire. On a là un planning prévu pour aller interviewer de nouvelles personnes, pour mettre en lumière les collaborateurs. Et à terme, moi, ce que je voudrais faire, c'est vraiment déployer un programme d'employé advocacy. Parce que c'est comme ça aussi que tu valorises les gens en interne, c'est comme ça que tu valorises que tu rends plus concret leur sentiment d'appartenance. C'est vraiment en déployant des programmes d'employés advocacy, en les faisant prendre la parole, eux, sur les réseaux, sur ce qu'ils font au quotidien, sur ce qui les anime au quotidien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu es venu travailler à l'EVAM? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi à l'EVAM et au quotidien? C'est une manière de s'en rappeler aussi. Parce que finalement, quand tu es là depuis plusieurs années, oui, tu peux oublier finalement la raison première. Tout à fait. Et d'ailleurs, malgré tes 42 heures semaine, Aurélie, chez EVAM, tu as en plus pris... là, j'ai vu que tu t'es lancée maintenant dans un nouveau défi, enseignante à Créa justement sur l'employee advocacy.
Tout à fait, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière déjà. Ouais. Et comment ça se passe alors ce module? C'est quoi le profil des personnes qui accrochent vraiment, où tu sens qu'il y a la petite étincelle dans les yeux quand tu leur parles d'employee advocacy? C'est quoi Ouais. ton retour par rapport à cette Alors, expérience-là? j'adore ça et j'ai adoré vraiment mon dernier cours. J'ai eu des étudiants vraiment chouettes et en fait, ils se disaient, en arrivant, ils se disaient, OK, employé advocacy, et ils me l'ont dit à la fin. On ne sait pas trop ce que c'est, à quoi ça sert. Oui, on nous a dit de faire des profils LinkedIn, mais bon. Et en sortant, ils m'ont dit, bah maintenant on a compris. On a compris l'intérêt. On a compris l'intérêt pour nous parce que souvent, tu as des entreprises qui vont te dire, tout le monde fait la même profil, la même photo de profil sur fond noir et vous publiez ci et vous publiez ça. Mais ça, c'est pas de l'employé advocacy, c'est de la com de la boîte à travers les profils LinkedIn qui sont des profils personnels. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Son profil LinkedIn, c'est un profil personnel. C'est pas un profil qui appartient à la boîte pour laquelle on travaille. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Et je leur ai dit, l'intérêt pour vous, qu'est-ce que va être votre intérêt justement à communiquer? Quel va être votre intérêt à communiquer sur les réseaux, sur votre travail au quotidien? Et je leur ai dit, vous construisez votre personal branding. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. C'est-à-dire, je leur ai dit, à CV égal, vous allez être deux top communicantes, parce que c'est des étudiants qui font des masters en commun. Donc, deux top communicantes avec des super profils, des super dossiers. On tape votre nom. Toi, tu ressors parce que tu fais plein de posts, tu es très active, et puis tu as beaucoup de choses à dire. Et l'autre à côté, elle est aussi bonne que toi, mais elle n'a pas ce marketing personnel. Bah, peut-être que c'est ça qui va faire aussi la différence. D'ailleurs, Aurélie, tu sais, à l'époque, moi, je t'avais vu sur les réseaux avant de te rencontrer en vrai via Fanny. Et je te vois plus beaucoup sur LinkedIn. Non, ces 3 derniers mois, non. Et ton personal branding, alors? Oui, c'est vrai. Non, ces 3 derniers mois, c'était aussi personnel. Enfin, j'ai eu des choses dans ma vie personnelle qui font que j'ai pas pu y aller autant que je voulais et énormément de travail en même temps. Donc, il y a un peu tout qui m'est tombé dessus pendant 3 mois et j'ai toujours dit, ne va pas sur LinkedIn si t'as rien à dire ou n'y va pas pour te forcer. Ce qui marche sur les réseaux, c'est l'authenticité. Donc, moi, je me force jamais à faire un post LinkedIn, vraiment pas. Je m'en sers quand j'ai envie de faire un coup de gueule. Je me souviens, j'ai fait une fois un boomerang où je me tapais la tête sur le mur. Je m'en rappelle, ouais. Ouais, non, mais ça, c'était une réaction où une de mes chargées de recrutement venait de me dire, tu sais quelles questions ils ont osé poser en entretien? Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut poser encore des questions pareilles en 2025? C'est là où je me suis dit, on va devoir généraliser la formation recrutement pour tous C'était les quoi la managers. question? En cas d'attaque de zombies, qu'est-ce que vous faites? Hmm. Avec la collaboratrice qui dit, on est d'accord que ça ne nous dit rien de vos compétences. Voilà, enfin, quand même, ma chargée de recrutement qui met l'accent pour dire, ou quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut faire tout type de blague avec vous? Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce type de questions? En fait, tu recherches quelqu'un pour ses compétences. Donc, on ne devrait pas poser des questions comme ça. Mais on en a encore beaucoup, malheureusement. Enfin, dans le recrutement, c'est là où on se dit que le nerf de la guerre du recrutement, c'est la formation et des recruteurs. Bon, maintenant, je pense que ça, on l'a bien compris. Et des RH qui ne sont pas des recruteurs. Les RH ne sont pas des recruteurs à la base, il faut les former. Et les hiring managers. Tant que tu ne formeras pas tes hiring managers, tu pourras former qui tu veux de l'autre côté. Ils continueront à leur poser la question, c'est quoi ta couleur préférée? Ah d'accord, ah non, moi j'aime pas. Ou ah, tu fais de la piscine, j'adore la piscine. Enfin, Avec Églantine Jamais, on parlait justement des biais de recrutement oui. et aussi donc de la mixité. Toi, par rapport à cet aspect un peu diversité et puis biais de recrutement, c'est quoi ton point de vue sur cette question et comment tu veilles justement à les neutraliser? Alors, c'est très simple. C'est que là, on s'aide beaucoup, nous, par exemple, avec notre ATS. Dans notre ATS, on a mis des scorecards pour chaque poste. On a défini des questions pour chaque poste et on note. Et comme ça, c'est factuel. Et comme ça, tu évites il a fait telle école, c'est la même école que moi et j'adore ça. Donc, tu vas déjà contre certains biais. La diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur également. Donc, quand on me dit, et ça arrive encore, hein, non, mais là, je veux un homme. Non, mais là, je veux une femme. Mais c'est pas un critère, en fait. Vraiment, ce n'est pas un critère et ça doit jamais être un critère. Et au contraire, par contre, si tu es dans une équipe où il y a que des hommes et là, au final, tu te retrouves avec deux candidats, expériences similaires, compétences similaires, je vais clairement aller choisir la personne féminine pour justement essayer de mettre de la diversité dans telle ou telle équipe. Ou l'inverse aussi, hein. Aller recruter un homme là où tu as principalement des femmes, mais à compétences égales à chaque fois. C'est toujours les compétences qui doivent primer. Mais les scorecards et l'entretien structuré, ça aide à aller contre certains biais aussi. C'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut former les gens. Dans la formation au biais, vous avez aussi un petit module sur l'IA parce que pour avoir assisté à 2-3 événements aussi organisés par Laetitia,
On voit qu'il y a les biais de l'IA aussi qui est très américaine Ouais. et puis qui est très drivée sur des profils qui ne sont pas forcément ceux qu'on recherche aujourd'hui, parce qu'avec la jeune génération, ça évolue aussi. Comment vous travaillez aujourd'hui avec l'IA, si c'est le cas ou pas, et comment vous travaillez sur les formations aussi à utiliser davantage l'intelligence artificielle dans les ressources humaines à l'EVAM? Alors justement, nous, dans notre outil dans notre ATS, donc l'outil de tracking des candidatures, la base de données, on a de l'IA, puisqu'on travaille avec Tim Taylor, qui a de l'IA et qui peut nous générer, je sais pas, un nouveau poste d'assistant social. Il va la regarder dans la base, il va me dire, voilà, les CV qui ressortent et qui pourraient déjà vous intéresser. Et nous, on double-check, en fait, à chaque fois. Et à chaque fois, tu entraînes l'IA, parce que l'IA, dans notre système, justement, d'ATS, il nous dit, est-ce que ce CV correspond? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et tu l'entraînes comme ça, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de biais possible. Mais surtout, tu pourras pas... On ne laisse pas travailler l'IA sans avoir un check humain Oui, j'imagine. derrière. Après, c'est la seule étape pour l'instant où on en est au niveau EVAM sur l'IA, parce que pour rien te cacher, on a encore les dossiers personnels papier. Hein. Donc, tu vois, entre l'équipe recrutement et l'équipe RH pure qui a encore des dossiers papier, il y a quand même un gap. Et du coup, là, sur l'évolution de l'IA dans les RH à l'EVAM, c'est un vrai sujet dont il va falloir s'emparer en 2025. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt puisqu'on n'a même pas de SIRH. Donc, on est vraiment au tout début de la digitalisation. Et pourtant, avec ton background dans la tech... Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, dans mon équipe, je l'ai mis. Et quand j'ai choisi un ATS, j'ai pris un ATS évidemment avec de l'IA. Et on utilise aussi avec mon équipe de recrutement le ChatGPT pour nous aider au quotidien, clairement. Sans mettre des données effectivement capitales sur les... Mais, et puis au niveau de la formation, il va falloir qu'on le fasse aussi, il va falloir qu'on s'outille dans mon équipe de formation, parce que j'ai aussi l'équipe de formation, et il faut qu'on puisse s'outiller et qu'on puisse aller chercher des outils digitaux qui vont nous aider, comme pour le recrutement justement, à passer cette étape de digitalisation et IA. Alors Aurélie, tu sais, dans le sondage qu'on a mené auprès des collaborateurs et collaboratrices, donc d'entreprises de plus de 50 personnes, on leur a posé la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez des RH? En fait, le département RH, pour vous, c'est quoi? Et tu as la grande majorité en fait, des gens qui nous disent c'est un simple service administratif, très grosse majorité. Ensuite, les autres nous disent c'est le bras droit allié de la direction. Et puis une toute petite partie, 17%, qui nous disent c'est un soutien pour les collaborateurs et les collaboratrices. Et bon, je n'étais pas surprise de voir le côté admin très important, mais par contre, le fait de voir le bras droit de la direction en premier avant le soutien collaborateur, ça pique un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces chiffres? J'en pense que déjà, quand on dit que les RH sont un service uniquement administratif, ça, c'est quand les RH restent cantonnés dans leur bureau et enfermés dans leur bureau. Quand les RH vont sur le terrain, et là, je le vois avec mes recruteuses qui sont sur le terrain en permanence, les gens viennent les voir, les gens viennent leur poser des questions. Quand ils ont des questions, même des conflits ou des choses comme ça, c'est vers elles qu'ils se tournent, là, parce qu'elles sont sur le terrain tout le temps. Et on perd ce côté, oui, purement administratif à partir du moment où on est sur le terrain. Alors là, je parle de recruteurs. Effectivement, les recruteurs, ils n'ont pas non plus la même image parfois que des HRBP. Mm-hmm. Mais si les HRBP et si le service RH veut être moins perçu comme un service administratif, il doit être auprès des équipes. Et il doit passer du temps avec les équipes. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et c'est faisable, sachant, avec le télétravail et tout ça. Bien que tu me disais, toi, tu es passé de 4 jours de télétravail à 1 par semaine. Oui, c'est ça, à 1 jour. Mais c'est aussi parce que là, aujourd'hui, je manage 2 équipes différentes, avec des attentes différentes, avec un style de management différent suivant les équipes, parce que je ne gère pas les mêmes personnes. Et que j'ai un service de recrutement qui est tout nouveau, donc là je peux un peu faire un peu comme je peux modeler un peu tout ça comme j'ai envie et faire un système holacratique. Et par contre j'ai un système de formation, enfin une équipe de formation qui est là depuis plus longtemps et où il faut faire du management du changement. Donc c'est très différent et je peux pas juste dire voilà, moi je suis un manager plutôt holacratique et on va fonctionner comme ça. Donc j'ai deux casquettes différentes suivant les équipes que je gère et je dois être au bureau, même si je défends absolument pas le présentiel, que pour moi le télétravail c'est non négociable. Quand je suis arrivée à l'EVAM, j'avais négocié d'ailleurs d'avoir 2 jours de télétravail, que je ne fais jamais, mais je sais que j'ai toujours cette opportunité. Oui, complètement. Voilà, ça c'est pour la partie plus pourquoi les RH sont vus comme un pur service admin, alors que c'est vraiment pas le cas au quotidien, surtout que dans RH il y a de tout, il y a de la formation, du recrutement, justement du soutien du HRBP, il y a du payroll. Il y a tellement de choses différentes dans les RH aujourd'hui que voir ça que comme un
quelque chose d'administratif. Moi, je suis dans le service RH et je déteste tout ce qui est admin, donc tu vois, je suis vraiment... Oui, après, c'est la vue, évidemment, la vision des collaborateurs. Le poste, c'est aussi ce qu'on en fait, et la Ouais. vision des collaborateurs, elle vient aussi de ce que nous, c'est là où la responsabilité des RH, elle rentre en jeu, de ce qu'on en fait. Après, au niveau du bras droit de la direction, moi, je vois plutôt les RH comme un terrain neutre et comme la Suisse, c'est très, au milieu de l'Europe. C'est-à-dire que évidemment, les RH, elles ont le message de la direction aussi à faire passer, ça c'est sûr, mais elles ont aussi le cadre légal qui rentre en compte, et elles ont aussi l'équité de traitement des collaborateurs. Parfois, ça peut échapper à la direction aussi. Et les RH, elles sont là pour... elles sont vraiment dans cet entre-deux, et elles sont vraiment là un peu en chef d'orchestre. Et si vous voulez savoir comment les RH sont traités, comment les gens sont traités dans votre entreprise, pas les RH mais les collaborateurs, allez voir quelle est la position de votre DRH dans l'entreprise. Si votre DRH est au CODIR, si votre DRH est à ce niveau-là, c'est qu'ils ont tout compris des ressources humaines et qu'ils les mettent au centre. Mais moi, je pensais que d'office, les DRH, ils étaient au Pas CODIR. du tout. Ok. C'est pas le cas. Et il y a beaucoup d'entreprises où on a encore des DAF qui font le job de DRH. Des DAF. Oui, des directeurs financiers. Tu peux encore avoir des gens qui font de la c'est finance vrai, et qui ont la double DRH. casquette, c'est vrai, ouais. Et ça arrive. En Suisse, je l'ai quand même beaucoup vu, hein, ce côté gestion humaine, gestion financière. Alors là, on a tout compris des RH à ce moment-là. C'est très ironique ce que je dis, hein. Évidemment, il ne faut pas aller dans ce genre d'entreprise, sauf s'il y a une possibilité de changement, parce que le changement, il vient de tout le monde, hein. Quand on dit oui, il n'y a rien qui change ou il n'y a rien qui bouge, on est tous acteurs du changement aussi. Moi, quand je suis arrivée à l'EVAM et que j'ai présenté au directeur adjoint, voilà mon plan sur 3 mois, il m'a dit, oulala, il m'a dit ça va être un peu compliqué, et finalement, on l'a fait. Donc, ça dépend vraiment des gens qui tiennent aussi leurs engagements, leurs promesses. En fait, c'est ça. On peut tous être un acteur du changement, et ça, c'est vraiment important, et dans les RH aussi. Après, donc, pour revenir à ce truc de bras droit de la direction, non, c'est pas vrai. Je comprends qu'il peut y avoir cette image, mais il y a parfois cette image à cause du manque de courage managérial des managers. C'est-à-dire que les RH vont amener une décision, mais qui a souvent été prise par le manager, qui a été prise par la direction, qui a été prise par X personnes, mais personne ne veut prendre ce courage-là et dire « Ah ben, les RH ont décidé. » Ah ben non, c'est les RH qui veulent ça. Oui, ah non, tu n'as pas ta formation parce que les RH ont décidé. Mais en fait, il n'a peut-être pas sa formation parce qu'il ne devait pas l'avoir au départ, mais que tu n'as pas eu le courage de lui dire qu'il ne rentrait pas dans les critères. Ou tu n'as pas eu le courage de lui dire « Ça fait des mois qu'il te tanne pour quelque chose et tu n'arrives pas à lui dire non. Donc tu vas passer par les RH. » Donc c'est aussi pour ça que les RH ont cette casquette-là. C'est que s'il y avait un peu plus de courage managérial parmi les cadres, il y aurait peut-être moins ce côté, on serait peut-être tous, on parlerait la même langue. Et là, aujourd'hui, et c'est ce que je constate au quotidien quand même, et je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai beaucoup moins vu chez Coca, où il y avait un système holacratique et où tu peux pas vraiment te cacher derrière les gens. Donc, il n'y avait pas le « A, c'est les RH ». Il y avait quand même, c'est des décisions générales, c'est pris de manière holacratique, donc c'est très différent. Mais dans les systèmes pyramidales classiques, c'est souvent ce que tu vas retrouver, mais encore une fois, on en revient à la formation des managers. Manager pas formé, manager un peu lâche, manager sans courage managérial, et ça retombe sur qui qui à la fin amène les décisions, que ce soit les décisions de non, tu ne vas pas évoluer à ce poste, ou non, tu ne vas pas accéder à cette formation, ou non, oui, tu peux être licencié, on va voir les RH, comme le point noir. Alors qu'en fait, les RH ne prennent jamais cette décision seuls, et les DRH ne sont pas... C'est un peu comme quand on fait du recrutement, je dis toujours, le recruteur n'est jamais la personne qui décide. Quand on fait du recrutement, on ne décide pas des gens qui sont recrutés. C'est les hiring managers qui décident à la fin. On ne choisit jamais. Et au niveau... Nous, on donne... on fait nos recommandations. On donne nos recommandations de recruteurs, et puis on drive notre process. Et normalement, si on a bien cultivé la relation de confiance avec notre hiring manager, effectivement, il n'y a pas trop de différence. Mais ça peut arriver aussi qu'on donne un préavis négatif et que la personne soit recrutée. Fine. C'est le business qui prend son risque. Et il faut être OK avec ça quand on fait du recrutement. C'est qu'on n'est jamais décisionnaire. Et au niveau des RH, parfois, il y a aussi ce côté-là où nous, on est là pour, à partir du moment où on rappelle le cadre légal, où on rappelle les valeurs de l'entreprise, où on est garant un peu de l'équité de traitement aussi, de tout ça. Il y a des décisions qui peuvent être prises qui vont peut-être à l'encontre des RH, mais c'est les RH quand même qui vont transmettre le message. Donc oui, on peut être vu comme les bras droits de la direction, alors qu'en réalité, quand on est un vrai service RH, encore une fois, et pas un service dirigé peut-être par la personne de la finance ou quoi, un vrai service RH avec un DRH au CODIR, voilà, on n'est pas forcément le bras droit de la direction. Puis Aurélie, toi, ton ambition, vu qu'après 3 mois, tu avais déjà fait un petit peu bouger les choses, plus que ce qu'ils avaient imaginé possible à l'EVAM, si on se projette à dans un an, t'aimerais qu'on puisse dire, tiens, voilà, Aurélie est passée par là, et qu'est-ce qu'elle a apporté en termes de transformation dans les RH? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir porter comme réussite dans une année?
Alors déjà, toute la digitalisation du service de formation, parce qu'aujourd'hui, mon service de formation fonctionne avec un fichier Excel de 28 000 lignes, il faut quand même le dire, je n'avais jamais vu ça. Oui, donc tu vois le boulot qu'il y a à faire encore. Donc vraiment avoir je suis en train de rédiger aussi la marche à suivre de la formation, donc pouvoir terminer tous ces dossiers-là et pouvoir mettre en place vraiment des process qui roulent avec une équité de traitement. Ça, c'est vraiment mon cœur au quotidien, c'est l'équité de traitement. Et quand tu ne suis pas les règles, tu crées forcément de l'inéquité. Donc vraiment avoir cette équité de traitement. Et j'aimerais aussi pouvoir continuer à développer la marque employeur. Il y a tellement de choses à faire avec l'EVAM. J'adore travailler avec le service de com aussi de l'EVAM et on travaille vraiment main dans la main pour ce marketing RH qui est primordial. Mettre en place les témoignages d'employés, mettre en place une campagne d'employés advocacy, donc aller vraiment dans chaque équipe, aller chercher qui aujourd'hui va prendre la parole pour l'EVAM sur les réseaux et moderniser en fait un petit peu le service de recrutement et de formation de l'EVAM. Alors avec le recrutement, on est déjà dedans parce qu'on a même déjà de l'IA et on a un système aujourd'hui qu'on a déployé depuis le mois de novembre qui fonctionne. Mais vraiment, j'aimerais... je suis un peu l'empêcheuse de tourner en rond, je dis souvent. Parce que la phrase que je déteste le plus, c'est on a toujours fait comme ça. Ça c'est pour moi, c'est un truc qui me hérisse le poil tout de suite. Je déteste quand on me dit ça. Et moi, je suis plutôt pour ok, on a toujours fait comme ça, mais on a aussi toujours roulé en calèche jusqu'à ce qu'on ait des voitures. Donc, à un moment donné, quand est-ce que tu décides de prendre le volant d'une voiture? C'est un peu ça. Donc, je voudrais vraiment qu'on me voit comme l'acteur du changement. Après, je sais que quand on vient avec les changements, là où moi j'ai des points faibles, c'est que je ne suis pas spécialement forte dans la patience et dans la communication. Oui, tu me disais parfois, je peux être vue comme un rouleau compresseur. Oui, clairement, et je le sais. Hein. Je le sais, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Je suis très orientée résultats parce qu'encore une fois, j'ai un profil très sales, beaucoup plus que RH. Et on a besoin d'avoir des profils un peu plus sales aussi au RH. Et du coup, moi, je suis vraiment orientée résultats et j'ai besoin de voir des choses concrètes, j'ai besoin que ça bouge concrètement. Et ta direction, elle te demande des KPIs, des objectifs, des chiffres ou c'est toi qui te les mets toi-même? Là, c'est moi qui ai mis des KPI, justement. On a besoin de mesurer... Enfin, les KPI, c'est la clé au RH. Et si tu n'as pas de KPI, je vois pas comment tu peux te dire que ta politique RH fonctionne, que ta politique de formation fonctionne. Par exemple, pour les candidats, on a mis en place les questionnaires de satisfaction candidat au moment où ils postulent et après entretien, pour avoir vraiment le feedback sur quoi on peut s'améliorer, comment on peut fonctionner, c'est quoi les KPI sur tel ou tel sujet. Mais encore une fois, c'est mon côté aussi très sales. Donc j'arrive dans le parapublic et je parle budget et KPI. Donc il y a aussi ce choc de culture un petit peu, mais qui est pour moi vraiment nécessaire aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, dans les résultats, on voyait que les indicateurs clés qui étaient suivis aujourd'hui, c'était l'absentéisme et le turnover en prio. Et puis, tu avais tout en bas l'engagement des collaborateurs, des collaboratrices, parce qu'en termes de priorité, c'était moins important. Alors qu'en fait, si on travaille sur l'engagement, tu travailles du coup de facto sur le turnover et sur les absences maladie. Donc, c'est vraiment prendre le problème à l'envers, en fait. C'est travailler sur l'engagement des collaborateurs. C'est là où tu vas avoir tes taux tes autres ratios, tes ratios d'absentéisme Mais qui vont baisser. Pourquoi? Et comment convaincre d'autres DRH que c'est effectivement un cercle vertueux si tu travailles sur la mesure de l'engagement et que tu travailles ensuite sur tes KPI d'engagement? En quoi ça va améliorer justement baisser les chiffres de turnover ou d'absentéisme, selon toi, experte dans le sujet? Alors, ce que je peux te dire, c'est ce qu'on a fait concrètement, parce qu'encore une fois, j'aime bien le concret chez Coca, quand on a mis en place justement après les petites discussions autour de Great Place to Work, voilà les résultats dans vos équipes, voilà ce qu'on va mettre en place dans vos équipes, voilà les tables rondes qu'on va mettre au sein de vos équipes. Les collaborateurs, déjà, ils se sentent entendus. Ils n'ont pas juste répondu, parce que des fois, les RH, elles envoient aussi un questionnaire anonyme, et après, on se dit, mais qu'est-ce qu'elles en font? C'est-à-dire que... Oui, il faut communiquer dessus. Qu'est-ce qui se passe au service RH? On a tous répondu à notre questionnaire anonyme, dont on a l'impression qu'il n'est pas toujours anonyme, et on ne sait pas ce qui est fait derrière. Là, quand on a fait l'étude Great Place to Work chez Coca, derrière, on a dit, voilà les résultats par équipe. Donc, on a notre super Coralie, qui est je l'appelle le bisounours de Coca, qui est partie dans chaque équipe, qui est au service RH, qui est parti dans chaque équipe pour dire voilà vos résultats, les accompagner au changement, les accompagner à lire ces résultats, parce que des fois c'est un peu compliqué pour un manager de se dire voilà, il y a ça qui va pas dans mon équipe, mais pourquoi? Ou qui prennent tout sur lui, ou à l'inverse qui se dédouane complètement alors qu'il est complètement responsable. Donc on a vraiment eu cet accompagnement de proximité pour montrer aux équipes, c'est pas juste un questionnaire. C'est vraiment pour voir au quotidien, profondément, comment ça va et comment on peut améliorer les choses. Et on a vu le turnover aussi baisser, donc... c'est vraiment la question de l'engagement. À partir du moment où tu demandes à tes collaborateurs ce qui va pas et que tu travailles sur le sujet, mais après, il faut aussi être transparent, il ne faut pas promettre des choses. Quand tu fais un questionnaire comme ça, tu promets des choses.
implicitement. On s'attend, évidemment, tu crées des attentes. On s'attend à ce Tu qu'il y ait crées des attentes. Il faut être capable de dire aujourd'hui, si les gens te disent, je sais pas, moi je gère la formation par exemple, oui, l'attente c'est d'avoir des casses financées pour tout le monde à l'EVAM, je vais dire, bah non, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste, et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas réaliste et pourquoi on ne peut pas faire ça. Mais t'es transparent. Et je pense que la transparence génère aussi de l'engagement quelque part. Si tu sais, si tu as confiance envers ton employeur et envers ton service RH, bah forcément, de facto, tu soignes tout le reste. Mais tu parles de confiance, tu parlais aussi justement, le sondage, est-ce qu'il est anonyme? On n'est pas toujours sûr. Nous qui faisons des enquêtes de satisfaction et de mesure de l'engagement des collaborateurs, on a parfois des très grosses différences dans les taux de participation aux enquêtes, parce qu'il n'y a pas le même degré de confiance vis-à-vis déjà des RH, qui sont en général ceux qui vont évidemment lancer l'initiative. Et cette démarche, elle n'est pas forcément soutenue par une confiance envers l'entreprise, la direction ou les RH. Et il y a des entreprises où on a des super bons taux de participation. Et d'ailleurs, nous, on met beaucoup de questions ouvertes, où les gens peuvent vraiment mettre ce qu'ils veulent, avec beaucoup vraiment de réponses, au point qu'on se dit, ils ont vraiment confiance que c'est 100% anonyme, sinon ils n'iraient pas jusqu'à dire ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait justement ce socle de confiance qu'on peut avoir quand on lance une démarche comme celle-là, en termes de garantie de l'anonymat, de prise en considération vraiment des besoins, et pas juste, c'est pas juste un exercice pour cocher la case de « on l'a fait ». Qu'est-ce qui va renforcer ce capital confiance envers le management ou les RH? C'est les actions menées, en fait. Si tu as déjà envoyé des sondages et que tu n'as jamais rien fait, ils vont plus te répondre et ça ne va pas les intéresser. Chez Coca, par exemple, on avait le sondage Great Place to Work qui est une fois par an, mais on avait aussi les monthly, les sondages qu'on faisait tous les mois au niveau RH via Great Place to Work, pour avoir une tendance dans l'année, parce qu'on savait chez Coca qu'on avait des périodes beaucoup plus tendues, la semaine anniversaire c'est énormément de travail, par exemple, donc on fait vraiment, et on a toujours plus ou moins le même taux de participation, et puis on prend vraiment en compte les évolutions, tu vois les évolutions aussi, donc faut pouvoir aussi maîtriser, quantifier, pouvoir avoir ces KPI sur ces chiffres-là, c'est vraiment primordial. Et voir les actions qui sont encore une fois menées derrière, c'est-à-dire que c'est le fait d'agir qui va donner confiance envers la direction et envers les RH. Et encore une fois, être transparent, s'ils nous demandent des choses impossibles à faire, il faut leur dire mais non, c'est pas possible, et pas générer juste des attentes pour rien. Et puis encore une question un peu peut-être plus personnelle sur toi, Aurélie. Donc tu es hyper dynamique, mais c'est vrai, tu aimes relever les défis, donc c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir dans le podcast, parce que j'adore les gens comme ça, qui vont de l'avant, et qui font bouger les choses, vraiment, qui transforment et qui mettent au service de l'entreprise leur énergie, et des équipes bien sûr, pour faire avancer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu chez toi. Merci. Est-ce que tu es quand même en plus maman? On a quand même notre vie privée à côté, il y a un conjoint, il y a des enfants. Tout à fait. Ça prend beaucoup de temps aussi, l'air de rien, de consolider aussi et de stabiliser cette structure familiale à côté de nos vies actives de professionnels. 42 heures semaine, créa à côté, peut-être encore il y aurait de l'associatif, je ne serais pas étonnée, on n'en a pas parlé, mais voilà. Non, ça j'ai pas le temps. Okay. Je peux pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as ton réservoir d'énergie quand même qui se vide? Est-ce que tu prends soin de toi de certaines façons pour veiller à justement pas te cramer, à rester pétillante et avoir cette niaque et cette étincelle qu'on voit au fond de tes yeux qui t'anime, et tout ce sens au travail qui est un vrai moteur chez toi? Comment tu fais pour veiller sur toi? Et est-ce qu'il y a eu des moments de perte de vitesse où tu t'es sentie dans un épuisement qui était quand même majoritairement lié à une charge de travail ou un non-soin de soi? Alors, j'ai vécu un burn-out déjà quand j'étais dans mon entreprise où je recrutais des médecins psychiatres, mais c'était dû plutôt à du harcèlement, et je ne peux pas vraiment en parler là parce que c'est actuellement jugé. Donc ça, c'est un gros point dont je n'ai pas encore parlé, puisque j'attends justement d'avoir le droit d'en parler. Et du coup, ça m'a fait connaître mes limites. C'est-à-dire quand on a une forte personnalité, un gros caractère, et qu'on y va et qu'on fonce, on se dit toujours que ça arrive qu'aux autres. Et on se dit toujours que le burn-out ne va pas nous tomber dessus. Et quand il nous tombe dessus, c'est assez violent. En plus, moi, j'étais entourée de médecins psychiatres, dont des chefs d'établissement qui me disaient « Mais tu n'arriveras plus à sortir de ton lit bientôt. » Je disais « Mais non, mais pas du tout. » Et en fait, si, complètement. Mais c'était aussi dû à plein d'autres choses, et pas seulement à moi qui m'investis dans mon travail. Donc déjà, ça m'a quand même fait tester mes limites, parce que j'ai perdu toute ma mémoire immédiate. C'était très violent. Ouais, vraiment. Ça a été très compliqué. Et c'est là où je me suis remis en selle après avec Coca, grâce aussi à la bienveillance de Sylvia qui m'a recrutée. Et après, à la bienveillance d'Alain aussi. C'est important de le noter parce que Sylvia et Alain, ils ont été tellement importants pour moi après. Donc Alain, c'était le DRH de Coca que j'ai recruté pour Coca.
Donc voilà, et puis là aujourd'hui j'ai Cécilia qui est ma DRH, j'ai énormément de chance et je me faisais cette réflexion ce matin d'ailleurs de me dire que j'avais vraiment énormément de chance dans les gens que j'ai eus au-dessus de moi ces dernières années. De Gaëtan qui était avec moi au Toise et qui aujourd'hui est avec moi à l'EVAM, donc Gaëtan Rivet qui est le co-directeur de l'EVAM. Et vraiment, lui, Sylvia, Allen et Cécilia, qui est ma DRH aujourd'hui, c'est vraiment des gens... j'ai besoin d'avoir des DRH qui m'animent et qui me donnent envie de donner le meilleur de moi-même et qui m'apprennent des choses. J'ai un vrai problème avec la hiérarchie, moi j'ai un vrai problème avec l'autorité, clairement. C'est pour ça que j'ai ce côté un peu rebelle et j'ai besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de moi dont je sais pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il m'apporte au quotidien. Et qui t'inspire. Ouais, qui m'inspire. Et je suis assez exigeante là-dessus et je peux être très... compliqué à manager, je pense, si j'ai pas ce truc-là, et j'en suis consciente. Hein. C'est un bon compliment que tu leur fais, du coup. Hein. Ouais, mais je l'ai vraiment, et c'est sincère. Et du coup, une fois que tu t'es cramé, tu t'es peut-être plus vigilant sur les points. Là, je te dis, par exemple, très concrètement, je savais que j'avais mon cours à Créa samedi dernier. Il fallait que je revoie mon cours, justement, parce que c'était pas exactement la même chose que l'année dernière de ce que je voulais dire, parce que j'ai mon expérience à l'EVAM entre-temps. Donc j'ai pris une journée de récupération d'heures, parce que j'avais énormément d'heures aussi le vendredi pour faire ça. J'ai travaillé tout le samedi à Créa, parce qu'en plus j'habite loin de Genève, donc du coup pour aller à Genève c'est de lever à 5h30, donc c'était aussi physique. Et je te cache pas que le soir en rentrant dans le train, j'étais tellement heureuse parce que j'ai eu un super retour des élèves et ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir. C'était génial. Mais j'ai eu un gros coup de mou et puis j'ai fait 3 jours de récupération d'heures lundi, mardi, mercredi, tu vois. Avec Cécilia qui me disait pose aussi les jeudis, vendredis. Je dis non, j'ai des choses à faire. Mais quand je sais que c'est stop, tu le sens maintenant. Je le sens. Et là, oui, effectivement, je sais que j'ai beaucoup donné sur le début d'année. Je sais que là, c'était un peu compliqué, mais c'est aussi parce que j'ai envie de mettre plein de choses en place. Et effectivement, les enfants, après, ils sont très forts aussi pour nous faire culpabiliser. Je te donne un exemple ce matin, mon fils qui me dit « Ah, mais je ne t'ai pas vu hier !» Alors effectivement, il ne m'a pas vu hier parce que notamment hier soir, j'étais aux 5 ans de combat consulting avec Fanny et Émilie. Donc évidemment, oui, le matin, j'étais partie très tôt, le soir, rentrée très tard. Mais j'ai dit « Oui, mais tu m'as quand même vu lundi, mardi, mercredi !» Donc il y a aussi ce temps, le temps qu'on passe avec les enfants, pour moi, doit être du temps de qualité et pas juste du présentiel. Donc c'est vraiment axer là-dessus et se dire que moi, les week-ends, quand on dit oui, est-ce que tu arrives à décrocher ? Mais en fait, quand tu as des enfants, tu décroches dès que tu rentres chez toi. Parce que tu as ta deuxième journée qui commence. Même si mon mari est là ou même s'il n'est pas là, parce qu'en plus j'ai un mari qui a des horaires décalés, ce qui ne nous aide pas dans notre organisation. Mais à partir du moment où tes enfants arrivent, mais moi, ils sont ce qui est le plus important pour moi. Donc mon travail, je le mets complètement de côté. Et parce qu'aussi, on ne sauve pas des vies. Alors à l'EVAM, c'est différent parce qu'on sauve des vies à l'EVAM. Oui, j'allais te corriger là-dessus. À l'EVAM, oui, mais on ne sauve pas des vies dans le sens où 6 mois, là, je ne réponds pas à un email en tant que responsable recrutement et formation. Oui, c'est OK. Je vais mettre personne en danger. Oui. Donc, tu vois, je ne suis pas... Là où ils sauvent des vies, c'est dans les foyers. Là où ils sauvent des vies, c'est au quotidien à l'EVAM. C'est les surveillants qui sauvent des vies dans les foyers de l'EVAM. C'est ces populations-là qu'il faut mettre en avant, justement. Moi, je ne sauve pas des vies. Je fais en sorte que les vies des surveillants et de tous les gens qui tournent à l'EVAM soient meilleures ou soient équitables pour tous, etc. Mais je vais sauver personne. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire pour se dire, OK, où est la priorité ? Dans 20 ans, on ne se rappellera pas forcément de ce que tu as fait de ton travail, mais on se rappellera... Mais tes enfants, ils te rappelleront ce que tu as fait pour eux ou pas. Donc la priorité... Et toi, tu te rappelleras quand même de l'impact que tu auras eu quand même sur d'autres personnes. Oui, l'impact sur les personnes, oui, et c'est important aussi, mais ce qui va me nourrir au quotidien, enfin moi j'ai besoin de savoir que mes enfants vont bien quand même. C'est ça. Puis quand tu as une famille, c'est sûr que ils font relativiser beaucoup de choses. Et ils aident à faire la coupure. Oui, et ça fait, avoir des enfants, vraiment, c'est ce qui te fait faire une coupure, moi, je trouve. Parce que quand tu rentres le soir, moi, ils me sautent dessus tout de suite et c'est fini. Enfin, je dis pas, je réponds à un mail ou quoi, mais c'est même pas... Profite Aurélie, moi 16 et 17, et puis là, ils me sautent plus dessus quand je rentre du bureau. Et je travaille le soir, et parfois j'envoie un email à mon équipe à 9h le week-end, 9h du soir, puis ils me disent « T'as passé un bon week-end le lundi ? #NoLife ». Ouais, c'est ça. Non, par contre, oui, je peux travailler quand ils dorment. Ça m'est déjà arrivé de rallumer mon ordi une fois qu'ils étaient couchés. Ou parce qu'ils sont à leur activité sportive, et là, du coup, de 18 à 19h. Et là, je rallume mon ordi. Mais du coup, ça empiète pas, j'ai pas l'impression que ça empiète sur ma vie. Et c'est là où le télétravail, moi, m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est que tu peux complètement être maman et emmener tes enfants au sport à 16h et puis revenir et continuer de travailler. Enfin, ça, j'avoue que c'est génial. Mais parce que tu as aussi envie d'être là pour eux. J'ai déjà aussi télétravaillé dans la salle d'attente du cours de breakdance, tu vois, avec la musique à fond. Et j'ai fait une visio. Mais il n'y avait que moi, donc il n'y avait pas de souci de confidentialité. Puis c'est l'avantage du nomadisme et de pouvoir faire son job avec un portable. Quoi. C'est exactement ça. Un téléphone. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, non, c'est un équilibre à trouver.
Après, le temps pour toi, on va pas se mentir, hein, quand tu bosses à 100% et qu'en plus t'es maman de 2 enfants qui sont encore Jeune, petits, hein. le temps pour toi, c'est un peu accessoire. Je me dis que de toute façon, c'est une période à passer aussi, et qu'après, ils nous sautent plus dessus, et après, ils nous attendent plus. Donc... Voilà, et on regrette presque, tu vois. Mais oui, mais complètement. Mais l'amour, par contre, est toujours là parce que le socle, tu l'as Mais nourri, c'est ça. tu l'as choyé. Et puis Exactement. Ça, voilà. Donc voilà. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps Merci pour venir à discuter toi. avec moi ce matin. Merci Franchement, beaucoup, en tout cas. dans ton emploi du temps, les vacances vaudoises, et, ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est des thématiques qui me tiennent aussi à cœur parce que moi, à l'échelle de mon travail dans les études de marché, d'avoir un impact en donnant la parole aussi aux collaborateurs, aux collaboratrices et aux responsables des RH pour faire bouger les choses dans les boîtes, ça me motive beaucoup. Donc j'espère que ça peut faire la différence aussi. Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de venir me rencontrer. Merci à toi, vraiment, j'adore venir ici. J'adore discuter avec toi aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir aussi avec Fanny et de reparler marque employeur un peu plus en détail. Avec plaisir. Puis je sais qu'en plus, là, ils ont lancé un CAS par rapport au leadership, au Oui, féminin, à la un diversité. DAS, oui, complètement. Un DAS. À Fribourg. Et encore plein de sujets qu'on aime beaucoup aborder tout ensemble. Donc, je te dis à tout bientôt, Aurélie. À Merci bientôt, beaucoup. Esther, et merci beaucoup.